ce sont des groupes tellement énormes. Ils vous donnent à manger. Vous avez une maladie et ils vous soignent. Donc, en fait, toute la chaîne, si vous voulez, de production est garantie, c'est-à-dire que c'est juge et partie. C'est-à-dire, c'est... Il y a une monopolisation. Oui, on est entièrement sous leur contrôle. Dieudonné, bonjour. Bonjour, Alessandra. Je vous remercie pour cet entretien donné pour un média polonais Wbrew Cenzurze. Wbrew Cenzurze, ça signifie contre la censure. Et en l'occurrence, en la matière, vous êtes passé maître. Pourquoi vous pouvez nous raconter un peu vos années administratifs et qu'est-ce que ça vous inspire que d'avoir l'État qui vous fait autant de publicité? Alors effectivement, j'ai vécu une censure assez inique. Je crois qu'il n'y a pas de parallèle en Europe, puisque j'ai été interdit à peu près de tout. J'ai environ 300 arrêtés préfectoraux, presque autant d'arrêtés municipaux. J'ai 37 condamnations pour des spectacles, pour des blagues. Et je me suis toujours interrogé de savoir pourquoi moi et pas les autres, alors que c'est le propre du rire, évidemment, c'est d'explorer des zones toujours délicates, difficiles. On peut parfois se tromper, aller un peu trop loin sur certains sujets, mais moi, pas plus que les autres. Et pourtant, alors donc j'ai compris que tout cela venait d'Ariane de Rothschild, puisque dans l'affaire Epstein, on a découvert qu'elle avait envoyé un mail à Jeffrey Epstein, qui n'est plus besoin de présenter, un mail dans lequel elle demandait à Jeffrey donc de me faire interdire. Et quelques semaines plus tard, il y a des arrêtés préfectoraux, des ministres, des juges qui se sont mis à m'interdire. Voilà, en fait, voilà mon histoire. C'est ça. Donc, je pose le contexte pour les spectateurs polonais qui peut-être connaissent pas forcément vos blagues, mais vous en avez suffisamment pour avoir porté justement problème à l'État depuis vos sketchs. Enfin, vous faites des spectacles depuis 1990 et vous avez milité quand même. C'est des spectacles engagés. Vous avez milité contre le racisme et vous étiez ce qu'on dit à gauche, n'est-ce pas, avec la gauche. Puis vos ennuis ont commencé ensuite avec la police ou avec la gendarmerie, avec la justice. Et elles ont culminé sous François Hollande avec justement en 2013 Emmanuel Valls, qui était alors Premier ministre. Oui. À ce moment-là, votre combat avait rejoint apparemment celui de Alain Soral, qui est maintenant exilé en Russie, il a demandé l'asile politique là-bas. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer pourquoi l'État vous en veut autant? Je crois avoir résumé la situation. Je ne savais pas. Et on est évidemment critiqué, montré du doigt comme étant des complotistes jusqu'à ce qu'on obtienne des preuves. Moi, je sais que ça vient d'au-dessus du système politique et médiatique. Ça vient des financiers et notamment de la banque Edmond de Rothschild. Emmanuel Macron est un ancien salarié du groupe Rothschild. Et donc en France, ce sont eux qui organisent la censure. Je l'ai découvert grâce aux révélations du dossier Epstein. Aujourd'hui, si vous voulez, les politiques, les policiers, les médias, les juges, tout cela, ils ne viennent, si vous voulez, que confirmer les décisions qui sont prises au-dessus de ce système-là. C'est l'argent. D'accord. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, moi, je peux maintenant voir et comprendre un petit peu ce qui m'est arrivé. Mais parce que on comprend pas ce qui vous arrive. Je veux dire, j'ai envie de dire, tout le monde se moque de l'argent. Tout le monde peut faire des blagues dessus. Mais vous, vous avez dit une fois, vous avez relevé les paroles d'un poète antillais, Aimé Césaire, qui a dit: vous risquez de vous attirer des ennuis du donné si vous mettez à plaisanter avec la cause des Noirs. Oui, en fait, avec la souffrance de ce peuple dont je suis effectivement un représentant. La souffrance noire, c'est la souffrance d'un peuple résilient qui a traversé les pires épreuves. Je suis
donc d'origine africaine, chrétienne. Je le précise parce que je crois aussi que cela vient aussi de cela. C'est-à-dire que les chrétiens sont quand même les adversaires déclarés aussi de ce groupe Edmond de Rothschild et de manière générale une partie des gens qui tiennent les médias, l'argent. Et donc voilà, ces deux choses associées, c'est-à-dire descendants d'esclaves et chrétiens, ça fait beaucoup pour ceux qui sont effectivement, selon moi, rien n'a changé depuis Jésus-Christ. Les marchands du temple ont pris le pouvoir. Et donc, les politiques ne sont que des comédiens, des artistes. D'ailleurs, dans ce mail, Ariane de Rothschild me définit comme il existe en France un homme politique, Dieu de Dieu. Donc c'est donc bien que pour elle, tous les hommes politiques sont des humoristes, des comédiens, des sacerdotes. D'accord. Et vous êtes un professionnel de la comédie et vous vous apprêtez à passer en politique. Alors non. Non. Enfin, oui, j'accompagne la candidature de Francis Lalanne, qui est un artiste. Donc c'est vraiment un groupe d'artistes qui, désespéré du discours politique ambiant, eh bien, a décidé de proposer une alternative artistique. Donc moi je suis inéligible, lui ne l'est pas, et donc j'ai décidé de jouer le rôle de la première dame. Il voudrait que je sois aussi Premier ministre. Donc voilà, on va faire un gouvernement provisoire, mais le candidat, oui, c'est Francis. Donc vous allez la voir tout à l'heure. C'est ça, parce qu'en 2017, il y a probablement des élections, il y aura des élections présidentielles et vous annoncez déjà votre candidature. Il faudra encore que vous ayez les 500 parrainages. C'est ça. Alors, c'est engagé. Oui. Moi, je pense que dans mon esprit, tout cela est une performance artistique. Est-ce que il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voter en France? Peut-être qu'ils se déplaceront pour quelque chose qui n'est pas de la politique, qui est une performance artistique, c'est-à-dire ridiculiser, rire avec la posture sérieuse de ces gens qui sont les gens les moins sérieux qui soient. Et donc on va rire. Moi, j'étais pour non pas présenter un programme, mais dire que le programme c'est une surprise, parce qu'au moins on ne ment pas. Et puis bon, Francis, lui, est plus politique, il est poète et chanteur, et donc c'est un humoriste et un poète qui se mettent ensemble pour s'approprier cette scène des élections présidentielles, qui est une scène, pour moi, comique. Parce que tout est arrangé et rien ne changera. Vous aviez parfois parlé d'un système béquet. Vous pourriez nous dire de quoi il s'agit? Oui, ça c'est, si vous vous intéressez, je pense qu'en Pologne, les gens ne savent pas, mais la France est un pays, un ancien empire colonial, et un pays qui a encore des territoires outre-mer, donc Guadeloupe, Martinique. C'était des territoires qui étaient tenus par des béquets, c'est-à-dire des esclavagistes, qui ont transmis leur richesse de génération en génération à leur descendance. Et la descendance aujourd'hui de ces béquets, eh bien, possède tout. Tout le tissu économique de l'île dépend de ses descendants directs. C'est comme si vous aviez la famille Göring, Himmler, les gens passent, qui détenaient une région en Bretagne ou en Provence. En fait, Césaire résumait bien. Il disait le système est raciste. C'est même le système le plus raciste qui soit. À l'époque où on critiquait Adolf Hitler, les Noirs n'avaient pas le droit de vote, de s'asseoir dans un bus aux États-Unis. Donc, Hitler, les Blancs d'occidentaux, c'est leur histoire. Et puis il y a l'histoire des Noirs. Voilà, c'est une autre histoire. Et j'espère qu'il y a une histoire qui nous rassemble tous. C'est l'histoire des chrétiens. Et au-delà des chrétiens d'ailleurs, parce que c'est pas le groupe, parce que Jésus pour moi n'appartient à aucun groupe, mais je pense qu'il a une parole qui peut fédérer l'ensemble en fait de l'espèce humaine, qui soit musulman, qui soit grec. Justement,
Ça me fait penser à certains de nos historiens, des historiens polonais, placent le début de l'État polonais lorsque un de leurs princes est devenu le baptême, a fait un baptême chrétien, et ils indiquent que l'État s'est fait justement pour lutter contre l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'il y avait des marchands qui venaient de l'Orient et puis qui prenaient des gens qui chassaient, d'où le mot esclave, slave en anglais, c'est ça. Et l'idée, c'était de s'organiser pour faire de la légitime défense. Voilà. Et donc, moi, en tant qu'humoriste, je m'amuse avec cette réalité. Mon combat est perdu d'avance face à ce genre de groupe. Mais un humoriste se doit, alors, chrétien d'autant plus, et c'est encore plus beau quand c'est perdu d'avance. Donc, moi, je sais que les gens que nous avons en face de nous sont des criminels, des assassins, des empoisonnés, des violeurs d'enfants. Ouais. Alors là, dans le dossier Epstein, ils aimaient bien les gens plutôt de votre coin, donc Crète, de Pologne. C'est des jeunes filles qui étaient vendues. C'est absolument atroce, mais c'est la même chose dans les pays africains, en Thaïlande, au Maroc, je ne sais où. Mais tout d'un coup, voilà, vous vous apercevez que vous êtes en fait des esclaves. Et vous avez raison, bon, c'est directement dans le mot slave. Et donc vous êtes conscient de ce que ça veut dire. Et cette obligation vaccinale, elle a été très très mal perçue par les populations afrodescendantes, notamment dans les Caraïbes. Les gens ont dit non. D'accord. On ne pas. Oui, je crois qu'il y a eu des émeutes d'ailleurs. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas possible. Mais ils ont testé la limite. Oui. Et je crois que c'est une limite, c'est-à-dire quand ils sont capables de dire viens ici, je te pique. C'est-à-dire c'est une relation de confiance avec un système. Et je pense qu'ils l'ont testé. Ça a fonctionné sur quelques personnes, mais ça fonctionne pas sur les Noirs. Voilà. Les peuples blancs d'Europe sont encore assez malléables pour se laisser injecter des produits dont on ne connaît absolument rien. Les Noirs n'en veulent pas. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait ça trop longtemps. Je rebondis sur ce que vous dites par rapport à la génétique. Tulsi Gabbard, donc la directrice du renseignement américain, vient de révéler le fait qu'il y a effectivement un programme de recherche biologique financé par les États-Unis. Et à l'époque, donc en 2022, le gouvernement russe avait indiqué qu'il y avait eu beaucoup de laboratoires qui avaient été ouverts en Ukraine et qu'il y avait des recherches génétiques pour cibler la génétique slave. En 2024, sur le plateau de Thierry Ardisson, vous avez fait une grande rupture. Vous avez invoqué donc la Kenyane Wangari Maathai, qui avait dit à l'époque que le sida venait probablement d'un laboratoire et qu'il avait été inoculé exprès à la population noire pour probablement limiter les naissances ou autre. Enfin, est-ce que vous pensez qu'il y a matière à ce que ce genre de questionnement soit relancé? Oui, on a eu, après cet épisode tragique de ces maladies venues on ne sait d'où, du singe vert ou je ne sais quoi, on a eu la COVID-19 et finalement, les populations européennes, tout d'un coup, se sont trouvées confrontées à une pandémie dont l'origine reste mystérieuse. Mystérieuse, ouais. Et donc, l'obligation vaccinale venant couronner une volonté quasi militaire qui cache les intérêts clairs, c'est-à-dire l'industrie pharmaceutique qui est là, qui a gagné des milliards dans cette opération. Vous savez, moi, aujourd'hui, je suis confronté directement aux agissements d'Ariane de Rothschild et du groupe de Rothschild. Par contre, la couleur que la peau, ça n'évolue pas. Vous savez, on n'est pas peut-être de droite, de gauche, de musulman, de toutes les religions. Ça ne change pas. C'est pas une croyance. C'est une réalité. Et être blanc aussi. C'est quelque chose aussi. Et il y a aujourd'hui un retour en Europe des gens qui sont fiers de leur histoire, de leur peuple. Ils ont besoin de leurs racines. Ils se sentent aujourd'hui colonisés quelque part, submergés par une immigration qui ne correspond pas à leur culture. Et ça aussi, je le comprends. Et il faut essayer de le comprendre de l'autre côté. Voilà. Et je pense que chacun chez soi est Dieu pour tous. Et on peut voyager, et tous les blancs sont les bienvenus en Afrique, mais chez les Africains. Pas
pas chez les Rothschild qui développent des faux gouvernements, qui mettent en place des gens, des armées pour déstabiliser en fait comme ils le font dehors. D'accord. Voilà les amis, nous sommes parvenus au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.